Bonjour et bienvenue au Studio Ray Cosmos pour ce numéro spécial Ukraine avec aujourd'hui Monsieur Shamil Albakov qui représente les Tchétchènes à l'étranger, c'est bien ça? Alors, actuellement, je suis consul honoraire de la République tchétchène d'Ichkérie, nommé par le gouvernement en exil. Donc, je rappelle que depuis 2007, on a un gouvernement en exil. Malheureusement, le territoire est occupé par la Russie. Mais nous, on a continué notre lutte depuis, on n'a jamais lâché. On continue politiquement, dans les médias et puis surtout maintenant en Ukraine. Ouais. Physiquement, le gouvernement en exil, il est où? Il est en Grande-Bretagne? Et le Premier ministre de notre gouvernement, Ahmed Zakaev, il se trouve en Grande-Bretagne, à Londres, mais actuellement il est en Ukraine avec nos bataillons. D'accord, il Et il est participe. pratiquement tout le temps là-bas. Ok. Alors, est-ce qu'on peut juste rappeler pourquoi est-ce que les Tchétchènes sont tellement visibles et quelle est leur histoire vis-à-vis de l'oppression russe depuis un siècle? Si on commence dès le début, depuis les débuts de la conquête par la Russie du Caucase du Nord, les Tchétchènes ont toujours résisté, comme les autres peuples. Donc il y a les Tchétchènes, il y a les Daguestanais, il y a les Ingouches, et puis de l'autre côté, du côté l'ouest, il y a les Circassiens, qui étaient exterminés en grande masse. Au final, la Russie a conquis les Caucases, il a eu son accès à la mer Noire, à la mer Caspienne, et depuis, c'est un empire. Donc maintenant, nous, on a toujours poursuivi notre lutte pour la liberté. À la moindre occasion, on a essayé d'établir notre État indépendant. À l'effondrement de l'Empire russe en 1917, tous les peuples du Caucase du Nord, ils ont créé un État qui s'appelait la République montagnarde du Caucase du Nord. Mais elle n'a pas tenu comme la République ukrainienne, comme la République de la Géorgie, Azerbaïdjan. Les bolcheviks, ils ont réussi à engloutir toutes ces républiques indépendantes. Et ensuite, toutes les répressions qui ont suivi, donc la terreur rouge, la période stalinienne, nous les Tchétchènes, les Ingouches, les peuples Karachay, Balkars, mais aussi les Tatars de la Crimée ont été déportés par Staline. Et ça nous a aussi très marqué. Donc on a compris encore une fois que la vie avec cet empire n'est pas possible, qu'elle soit communiste, tsariste ou maintenant soi-disant démocratique. On subit toujours des génocides, des persécutions. Et voilà. Nous, on veut, une fois pour toutes, avoir un État indépendant, faire partie de la communauté internationale. On a fait tout comme il le faut, donc que ce soit en 1917, c'était une république démocratique avec une constitution, même avec le droit de vote pour les femmes à l'époque encore. 40 ans avant la France. Voilà, et maintenant, dans les années 90, quand l'Union soviétique s'effondrait, comme toutes les autres républiques, on avait totalement le droit, selon la loi internationale, de proclamer notre indépendance. Donc, ce qu'on a fait, comme l'Ukraine, comme la Géorgie, comme tous les autres. On a donc créé notre État indépendant, on a proclamé donc l'indépendance, on a adopté une constitution démocratique, il a eu des élections, un président a été élu, et ainsi de suite. Et par la suite, la Russie est entrée avec donc, toute son armée, toute sa puissance, et notre peuple a résisté. La première guerre entre 1994 et 1996, on a gagné. On a même réussi à faire signer un accord de paix avec la Russie, d'égal à égal. Notre président démocratiquement élu, Aslan Maskhadov, a signé un accord de paix avec Yeltsin à l'époque. En 1997, l'accord était formalisé. Et par contre, 2 ans plus tard, quand Poutine est arrivé au pouvoir, il est revenu avec de nouveau l'invasion militaire et il a supprimé notre gouvernement. Au total, lors de ces opérations militaires, ils ont tué 300 000 personnes, donc sur 1 million. Oui, ils ont tué 20% de la voilà, population. 20% de la population. Donc la ville de Grozny était dévastée, toutes les villes principales étaient dévastées, des réfugiés par milliers. Et puis maintenant, on a une grande diaspora en Europe, aux États-Unis, en Turquie. Bien sûr, on a continué notre lutte. Et le combat continue. Le combat continue, non seulement politiquement. Donc depuis 2007, on a un gouvernement en exil parce que tous nos présidents et démocratiquement élus, tous les présidents légitimes ont été tués par les Russes. Ils étaient au combat, ils ont défendu leur pays, donc ils ont été tués. Et on était obligé à un moment donné de former un gouvernement en exil qui se base sur notre constitution, sur notre gouvernement. Donc les derniers participants,
qui sont restés en vie, les résistants qui sont encore restés en vie, mais, ils ont décidé de créer ce gouvernement en exil qui a depuis sauvegardé notre constitution, notre drapeau, les symboles de l'État. Et puis maintenant, avec la guerre en Ukraine, il y a aussi une participation militaire et une réunification de notre armée sur le terrain ukrainien. Il y a quand même un storytelling russe qui s'est imposé, comme quoi l'objectif des Tchétchènes est de créer une sorte d'État islamique local. D'ailleurs, il y a des attentats qui ont été attribués aux Tchétchènes, c'est ça qui a justifié l'invasion de Poutine au début sur la Tchétchénie. Est-ce que c'est un État volontairement démocratique, façon turque, ou alors on s'oriente vraiment plutôt vers, comme ils le prétendent, un État islamique local? Notre État, c'est un État démocratique, une constitution, tout ce qui va avec, les élections, un parlement, tout ça, ça a été pratiqué, on a défendu cet État. Il y a des milliers de personnes qui sont mortes pour ça. Et aujourd'hui, nos militaires, nos combattants, ils se battent à côté des Ukrainiens pour défendre la légitimité de l'État ukrainien vis-à-vis de la loi internationale. Donc oui, effectivement, l'islam a sa place dans notre société, dans notre culture. L'islam nous a aidés à travers de toute notre histoire à surmonter toutes les épreuves et les persécutions et les génocides de la part de la Russie. Par contre, tout ce qui est radicalisme et l'extrémisme, on a donc décidé, et ça c'est un choix volontaire de tout notre peuple, d'éviter qu'on soit manipulé par la religion. Comme les Russes, ils l'ont fait entre les deux guerres, comme ils continuent à faire partout dans le média, à lier notre lutte, notre résistance et notre activisme à tout ce qui est terrorisme, extrémisme, radicalisme, etc. Nous, on réfute tout ça. Comme dit, on a un État, on a un État légitime vis-à-vis de la loi internationale. Donc on se base dessus. C'est notre seule ressource aujourd'hui. On n'a pas de territoire, elle est occupée. L'Ukraine l'a reconnu en tant que territoire occupé l'année dernière, le 18 octobre 2022. C'est une reconnaissance indirecte aussi de notre indépendance. La seule chose qu'on a aujourd'hui, c'est justement cette légitimité d'un État indépendant, démocratique et puis conforme à la loi internationale. Donc par exemple l'attentat qui a été commis en France contre le professeur Samuel Paty, c'est quelque chose qui nous a vraiment touchés en tant que communauté tchétchène parce que c'est complètement contraire à notre mentalité. Nous, on vit en France, on est reconnaissant à la France, au peuple français pour nous avoir accueillis. Donc il est exclu qu'on commette des choses tellement affreuses ici sur le sol français. Donc nous, on a tout de suite condamné. Par contre, on retrace quand même une influence sur nos jeunes de la part des agents de la FSB, du régime pro-russe, qui poussent à commettre ce genre d'actes pour discréditer notre communauté en Europe. C'est-à-dire que le Kadyrov et ses sbires influencent... Oui, il a eu une grande enquête de Yelena Milashina, qui est de la Novaya Gazeta, un média d'opposition, qui a publié toute une enquête où il retrace, où elle a retrouvé des traces de contacts entre des agents de la FSB et du régime pro-russe, Kadyrov, et les jeunes qui sont ici, et les messages étaient « allez, faites quelque chose, c'est inacceptable, il faut commettre... » Ça se fait de façon dévoilée, mais au final, l'objectif c'était de leur faire commettre des attentats pour ensuite discréditer notre communauté et obtenir au maximum des expulsions aux compatriotes vers la Russie. On revient à l'Ukraine. Les Tchétchènes sont combien? Est-ce qu'on parle de quelques dizaines de personnes ou on a vraiment des bataillons constitués? On a des bataillons constitués, on ne parle pas de quelques dizaines de personnes, on parle beaucoup plus. Il y a même beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui en attente de venir en Ukraine, mais les formalités administratives l'empêchent. Oui. Sur place, comme dit, il y a plusieurs bataillons et ils ont participé pratiquement dans tous les combats, dans toutes les batailles principales, donc Bakhmout, Zaporozhia, Kharkov, partout ils étaient, et ils ont même
Ils ont même mené une opération sur le territoire russe à Belgorod. Oui, plusieurs opérations. Plusieurs opérations, hein, celle qui était connue, Oui. et qui était largement médiatisée, c'est celle où ils rentrent sur le territoire de Belgorod, où ils rentrent en combat avec les Russes. Est-ce qu'il y a une coordination entre toutes les oppositions inclus dans le territoire russe occupé par la Russie? Je pense même aux opposants russes, ethniquement russes, j'entends, qui s'opposent également à Poutine. Est-ce que tout ça est coordonné ou alors c'est des groupes indépendants? Et sur le terrain, en Ukraine, il y a des échanges entre nous et ces bataillons. Et bon, après, il n'y a pas de coordination tout à fait unique, hein. Nous, nos bataillons, ils ont leur programme, ils ont leur coordination avec l'armée ukrainienne, et eux, ils ont leur programme. Donc, on n'est pas unifiés, en fait. Voilà. Mais il y a des échanges, il y a de la compréhension, en fait, entre nous. Voilà. Et est-ce qu'il y a des missions qui sont à vocation politique, par exemple le fait d'entrer sur le territoire russe pour mener des opérations ukrainiennes en territoire russe? Est-ce que c'est une volonté des Tchétchènes de faire partie de ces commandos qui sont particulièrement aguerris, ou alors c'est l'Ukraine qui attribue ces missions? Non, non, en fait, les missions que nos bataillons ils exercent sont des missions qu'ils choisissent eux-mêmes, bien sûr, avec l'accord Oui. réciproque. Par contre, donc les missions comme celle à Belgorod, il avait quand même cet objectif cet objectif politique, parce que justement, les milices pro-russes ont proclamé qu'ils contrôlent ce territoire. Donc la frontière à Belgorod était justement à ce moment-là, soi-disant protégée par les Kadyrov. Et donc c'est pour montrer qu'il y a... Donc une volonté de lutter directement contre les Kadyrov, Voilà. qui sont Pour d'ailleurs... montrer qu'on est... voilà, les vrais Tchétchènes, ils sont là. C'est-à-dire quand on en parle avec les combattants en Ukraine, ils font bien la distinction entre les Kadyrov et les Tchétchènes qui sont de leur côté. Exactement. Cette différence, elle est faite non seulement au niveau des militaires ukrainiens, mais aussi au niveau des médias ukrainiens. Et il a depuis le début de la guerre, donc notre Premier ministre, le lendemain de la guerre, il a tout de suite déclaré qu'on va soutenir l'Ukraine par tous moyens, et notamment par nos volontaires qui vont y aller. Depuis ces jours, sur tous les médias ukrainiens, notre Premier ministre, d'autres représentants de notre République indépendante interviennent, ils rappellent les faits, ils font la comparaison entre la guerre que les Russes ont menée contre les Tchétchènes et la guerre qu'ils mènent aujourd'hui en Ukraine. Et ça motive aussi les Ukrainiens à résister, ça donne du courage, on peut dire. Voilà. Et quand vous regardez, parce que extérieurement, quand on voit les Kadyrov qui ont été envoyés dans des conditions effroyables, qui ont eu des pertes absolument gigantesques, est-ce que ça contribue à la continuité de la volonté russe de faire disparaître le peuple tchétchène, avec Kadyrov qui envoie son peuple à l'abattoir? Qu'est-ce que vous avez comme vision sur du point de vue stratégique? Mais justement, Kadyrov, quand il est entré en fonction, sa promesse était on va arrêter la guerre, il faut arrêter l'effusion de sang de nos fils et de nos filles. Donc, ça ne sert à rien de faire la guerre. Pourquoi c'est nous qui faisons toujours la guerre? La Russie, on ne peut pas toujours faire la guerre contre elle. Voilà, il faut se préserver. Donc ça, c'était l'idée principale. Et aujourd'hui, il dit exactement le contraire. Il dit pourquoi vous ne sortez pas à la guerre en Ukraine? Où est-ce que vous êtes? Il fait des appels publics en disant qu'il faut que 300 000 Tchétchènes sortent à la guerre en Ukraine. Donc, et puis il a des images qu'on voit des mères qui reçoivent des sacs d'oignons, qui pleurent quand leurs enfants sont envoyés en Et on a un ordre d'idée du nombre de Kadyrov qui ont été tués sur le front ukrainien? Je n'ai pas le détail, mais il y a plusieurs centaines. Ouais. Plusieurs centaines. Parce qu'ils ont retiré une partie de leurs troupes parce qu'ils avaient subi trop de pertes, a priori. Donc c'est quand même... Ouais, mais déjà la première défaite qu'ils ont subie, c'était quand ils voulaient prendre Kiev en 3 jours. Oui. Donc voilà, et ils étaient là. Hein, donc la première défaite qu'ils ont subie, c'était surtout là-bas. Et ils avaient déjà des petits drapeaux de fête des victoires dans leur voiture, non seulement les Tchétchènes, mais tous les troupes russes. Oui. Et c'était apparemment une opération où ils voulaient le lendemain, pratiquement le lendemain, fêter la victoire à Kiev. Et on se souvient qu'ils avaient accroché des drapeaux sur certains bâtiments qu'ils avaient pris. Voilà, exactement. Voilà. Mais au final, comme on sait, ils étaient obligés de se retirer.
Et les équipements qu'utilisent les Tchétchènes en Ukraine aujourd'hui, est-ce qu'ils sont assimilés à l'armée régulière? Est-ce qu'ils ont les mêmes matériels? Ou alors ils bénéficient d'un traitement particulier parce qu'ils ont aussi cette expérience du combat depuis des décennies? Justement, on a discuté avec nos combattants il y a quelques jours par télégramme et ils nous ont dit qu'ils ont accès à l'apprentissage de toutes les armes que les Ukrainiens possèdent aujourd'hui. Et ils m'ont même dit que même l'apprentissage de conduite d'avion, donc les pilotes peuvent être formés parmi les Tchétchènes. Ok. Donc ça, c'est quelque chose qui est très rassurant et parce que notre but aujourd'hui, c'est de former une armée tchétchène, parce qu'on a vraiment un accord entre les services militaires ukrainiens et notre ministère de Défense du gouvernement en exil, signé donc, par un haut gradé ukrainien. Je ne peux pas prononcer les noms, mais il est très connu. Et dans l'accord, il est bien précisé qu'une armée, une brigade, va être formée sous les drapeaux de la République tchétchène d'Ichkérie. C'est-à-dire que contrairement à la Légion internationale, qui comprend des étrangers mais qui sont intégrés à l'armée ukrainienne, là ce serait réellement deux armées qui combattraient l'une à côté de l'autre, l'armée ukrainienne et l'armée tchétchène qui serait présente. Ils ont choisi les deux options. Donc il a d'un côté, il a donc ces formats-là où il a les deux armées, l'armée tchétchène, officiellement reconnue en tant que telle, et puis individuellement, ces soldats, ils sont intégrés dans la Légion internationale. D'accord. Donc ils sont sous contrat de la Légion internationale. Comme les Géorgiens, comme les Exactement. Moldaves, etc. Et d'ailleurs, avec les Géorgiens aussi, on a des liens très forts. Oui. Sur place, il a une légion qui a été formée, la Légion du Caucase. Oui. On est en forte collaboration avec eux aussi. Tous les pays qui veulent se libérer, leurs peuples sont présents. Exactement. Les Géorgiens, c'est naturel parce que depuis notre proclamation de l'indépendance, justement, la Géorgie, les parlements de la Géorgie étaient les premiers à nous reconnaître en tant qu'État indépendant. Et les premiers présidents démocratiquement élus de la Géorgie avait trouvé refuge en Tchétchénie à l'époque, quand elle était renforcée par les opposants pro-russes. Et on sait à quel point la Russie a été agressive également avec la Géorgie, avec l'Abkhazie, l'Ossétie du Sud. Exactement. Voilà. Vous voyez, c'est un front commun. C'est une chaîne. D'abord, c'était la République tchétchène d'Ichkérie. Il y avait aussi Prednistrov en Moldavie. Ensuite, la Géorgie avec les deux petites républiques soi-disant pro-russes qu'ils ont récupérées. Ensuite, il avait 2014 la Crimée et maintenant la grande invasion de l'Ukraine complètement contraire à la loi internationale. Alors maintenant, on se projette dans 5 ans, dans 10 ans. Votre objectif stratégique, c'est que l'armée russe soit plus capable de tenir le front ukrainien, donc que physiquement, vous soyez capable de vous libérer en Tchétchénie? Exactement. Donc, notre objectif était toujours pareil, et même quand il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine, et quand le monde entier soutenait la Russie politiquement, dans les médias et partout, nous, on a toujours poursuivi notre combat au niveau de politique. On a toujours dit qu'on veut que notre génocide soit reconnu, que notre indépendance soit reconnue, et que notre liberté soit réalisée en fait. Et maintenant, avec toutes les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui sur le front ukrainien, on a bien sûr saisi l'occasion pour avancer au maximum vers la libération de notre territoire. Mais cela dit, on refuse bien sûr de mettre notre population en danger. Aujourd'hui, on ne va plus répéter les mêmes erreurs, il n'y aura plus de génocide et de bombardement de nos civils. On fera tout pour éviter ça. Notre armée se forme aujourd'hui pour protéger notre peuple. Les mettre en danger vis-à-vis d'une puissance nucléaire, sans aide des personnes, avec la communauté internationale qui se tait. Non, aujourd'hui, on fait tout pour que ça soit bien organisé, bien préparé, avec une perspective réelle de libération. Et est-ce que sur place, il y a encore des résistants, des volontaires, ou alors la propagande russe, d'ici quelques années, aura réussi à aplatir tout le monde et qui vous attendent plus? Et malgré toute la propagande, presque tous les Tchétchènes qui arrivent là, il y a encore des Tchétchènes qui viennent, qui fuient la mobilisation, ils viennent. Et ils nous racontent, il n'y a plus personne qui croit, il n'y a personne qui croit à leur propagande. Tout le monde est convaincu qu'un jour on aura notre indépendance, qu'on va être libéré et que la Russie va payer pour tous les crimes, tous les crimes et tous les génocides qui ont été commis. Eh ben, c'est ce qu'on souhaite aux Tchétchènes authentiques.
Merci. qui se battent fraternellement avec les Ukrainiens. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement. De cette occasion de pouvoir en parler en profondeur, parce que malheureusement sur les chaînes télé, ils préfèrent d'écouter les ambassadeurs russes et les anciens KGB. Donc voilà. Chez vous, j'ai l'occasion d'en parler en profondeur. C'était un plaisir. Et je sais qu'il y a des combattants francophones parmi les Tchétchènes, donc j'espère pouvoir les rencontrer très prochainement. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci d'organiser ça. Merci. Merci à vous. Au revoir. Büsana bozjakash, dünyeçü dolato, Uyrana lamuhuş, tatereş tekina. La ilaha illallah, erzani ben naşkah, nalışadakina, Terhaşkah doyhizo, zeyşato amina. La ilaha illallah, erzani ben naşkah, nalışadakina, Terhaşkah doyhizo, Deişako amina, la ilahe illallah. Halkana mahkana, nano şahlina, Terşina eşnaço, meyrada hittina. La ilahe illallah, la manale çerçi, marşone khina, Khalonich bohame, kurra çekdilina, la ilahe illallah.